Bordeaux s'éveille sous une fine brume de mars, cette humidité qui colle à la peau et transforme la Garonne en un fantôme argenté. Eliane Moreau se lève à 6 heures du matin, comme elle l'a toujours fait depuis 30 ans, une routine machinale pour celle qui a travaillé toute sa vie. Elle a 58 ans, et chaque année porte les marques de son âge, des rides profondes autour des yeux, des traits qui racontent une histoire de sourire rare et d'inquiétude constante. Cheveux gris coupés au carré, un corps qui s'est étoffé et affiné au fil des décennies, des mains calleuses à force de coudre pour les autres. Eliane était couturière dans un atelier de tailleur du centre historique de Bordeaux. Elle avait commencé comme apprentie à 16 ans et était devenue maîtresse couturière à 40 ans. Elle confectionnait des costumes sur mesure pour avocats et hommes d'affaires et des robes de mariée pour les jeunes femmes qui rêvaient de contes de fées. Elle-même n'avait jamais porté de robe de mariée. Elle avait épousé Paul, mécanicien à 20 ans, lors d'une cérémonie simple à la mairie. Ils avaient eu une fille, Isabelle, aujourd'hui âgée de 35 ans, mariée et vivant à Paris, et 2 fils qu'Eliane voit une fois par an si elle a de la chance. Paul est décédé il y a 4 ans d'une crise cardiaque alors qu'il réparait une voiture. Il est tombé sous le véhicule et ne s'est jamais réveillé. Eliane n'a pas pleuré aux obsèques, non pas qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que leur mariage avait été pratique, sans romantisme. 2 travailleurs partageant facture et un même lit. Elle a pris sa retraite il y a 6 mois, contrainte par l'arthrite qui l'empêche désormais de tenir correctement une aiguille. Sa pension couvre à peine le loyer de son appartement au rez-de-chaussée, rue Sainte-Catherine. Elle a dû se mettre à coudre des rapiessages chez elle, de petits travaux que lui confient ses voisins. Ourlets, boutons, fermetures éclairs. Ce n'est pas suffisant. Elle a 2 mois de loyer de retard. Le propriétaire, M. Blanc, un vieil homme cruel de 70 ans, lui a fait parvenir un avertissement, payé avant la fin du mois ou expulsion. Eliane n'a nulle part où aller. Sa fille lui a clairement fait comprendre qu'elle ne pouvait pas l'aider. Elle a ses propres factures à payer. Ses amis de l'époque où elle travaillait dans la couture ont disparu lorsqu'elle a cessé de travailler. Elle a découvert qu'il s'agissait de collègues et non d'amis. Elle est seule, âgée, pauvre. Et pour la première fois de sa vie, elle ressent une peur véritable, celle qui vous réveille en pleine nuit, le cœur battant la chamade, à l'idée de dormir dans la rue, de mourir de froid sous un pont. Ce matin de mars, elle descend à la boulangerie du coin, achète une demi-baguette faute de moyens, et sur le chemin du retour, elle aperçoit l'annonce dans la vitrine de l'agence d'intérim. Femme de ménage recherchée, temps partiel, paiement hebdomadaire. Eliane recopie l'adresse. Elle n'a pas le choix. Elle s'y rend, les rues sont encore désertes, le brouillard lui colle au visage. L'adresse est un appartement au 3e étage d'un immeuble rénové à Chartron, un quartier de galeries d'art et de restaurants chics où elle ne pourrait jamais se permettre d'habiter. La sonnette retentit. Elle hésite un instant, manque de partir. Puis la porte s'ouvre et un jeune homme apparaît, très jeune, peut-être 26 ou 27 ans, vêtu seulement d'un pantalon de survêtement gris, torse nu, les cheveux châtain foncé en désordre comme s'il venait de se réveiller, les yeux marrons encore ensommeillés. Grand, les épaules larges, un tatouage de vagues remontant le long de son bras gauche, d'une beauté presque indécente, le genre de beauté qui vous fait vous sentir inférieur, rien qu'en le regardant. Oui, la voix est rauque, douce. Eliane déglutit difficilement, manque de s'enfuir, mais elle a besoin d'argent. Je suis venu à cause de l'annonce pour la femme de ménage. Il cligne des yeux, réfléchit un instant, puis sourit, et c'est comme un rayon de soleil perçant le brouillard. Ah oui, entrez, pardon, j'avais oublié que j'avais passé l'annonce hier. Eliane entre avec hésitation. L'appartement était grand, parquet clair, immense fenêtre donnant sur la rivière mais complètement en désordre. Vêtements éparpillés partout, vaisselle sale empilée dans l'évier, carton encore sous blister. Il passe une main dans ses cheveux, gêné. Je viens d'emménager, je travaille beaucoup et je n'ai pas le temps de ranger. C'est un vrai capharnaüm. Je m'appelle Hugo, dit-il en lui tendant la main. Hugo Laurent. Mais Eliane Moreau, répond-elle en lui serrant la main, une main chaude et ferme. Avez-vous de l'expérience dans le ménage? Oui, ment-elle. J'ai toujours travaillé dans le ménage. J'ai toujours été organisé. Hugo semble soulagé. Parfait. J'ai besoin de quelqu'un 3 fois par semaine. Lundi, mercredi et vendredi.
4 heures par jour. Je peux payer 15 € de l'heure, cela vous convient? Eliane fait un rapide calcul. 180 € par semaine, 720 par mois, de quoi payer le loyer et la nourriture. J'accepte. Si vous avez déjà dû mentir pour survivre, cette histoire vous parlera. Aimez et activez les notifications. Eliane commence le lundi suivant. Hugo travaille comme ingénieur logiciel pour une entreprise américaine. Il télétravaille et passe ses journées dans sa chambre aménagée, en réunions en anglais, avec des collègues du monde entier. Eliane range autour de lui, met de l'ordre dans le désordre, fait la lessive, la plie et la range. Hugo est poli, lui propose un café, essaie d'engager la conversation, mais elle répond sèchement, gardant une distance professionnelle. Il a le même âge que le fils qu'elle n'a jamais eu. Il n'est pas convenable d'être trop familière. Mais Hugo persiste avec douceur. Il commente la météo, les actualités, le film qu'il a vu. Peu à peu, Eliane se détend. Elle découvre qu'il est lyonnais, qu'il a déménagé à Bordeaux pour le travail, qu'il ne connaît personne en ville, et qu'il passe ses week-ends seul à programmer ou à se promener le long de la Seine. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Il n'a pas de frères et sœurs, et a été élevé par une tante décédée l'année dernière. Il est aussi seul au monde qu'Eliane. 6 semaines passent. L'appartement est enfin rangé et habitable. Hugo commence à laisser des petites attentions à Eliane. Du chocolat belge sur la table de la cuisine avec un mot « Merci pour ton travail ». Des fleurs fraîches dans un vase avec « Pour égayer ta journée ». Eliane essaie de les lui rendre. Ce n'est pas convenable. Mais Hugo insiste, c'est juste une gentille attention. Un vendredi, alors qu'elle fait la vaisselle, elle entend un bruit étrange venant du bureau, comme un sanglot étouffé. Elle hésite. Ce n'est pas son problème, mais le bruit persiste. Elle frappe à la porte. « Hugo, tout va bien ?» Silence. Puis sa voix, étranglée. « Ça va, j'ai juste besoin d'une minute. » Eliane devrait retourner à la cuisine, mais quelque chose la retient. Elle ouvre lentement la porte. Hugo est assis par terre, adossé au mur, son ordinateur portable jeté à terre, le visage enfoui dans ses mains, les épaules tremblantes. Eliane n'a jamais été douée avec les émotions. Elle a passé sa vie à être pragmatique, à résoudre des problèmes, pas à consoler. Mais elle voit ce jeune homme fort et brisé, étendu sur le sol, et un instinct maternel se réveille en elle. Elle s'assoit par terre à côté de lui, mal à l'aise, les genoux qui protestent. Que s'est-il passé? Hugo s'essuie le visage, gêné. Pardon, c'est idiot. Ce n'est pas idiot si ça t'a fait pleurer. Il prend une grande inspiration. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que mes parents sont morts. Je me sens toujours mal ce jour-là. Mais cette année est pire parce que ma tante est partie aussi. Et je n'ai plus personne. Personne qui se soucie de mon existence. Tu comprends? Je travaille. Je gagne bien ma vie. J'ai un bel appartement. Mais quand je rentre, il est vide. Je dors seul. Je me réveille seul. Et parfois je me demande à quoi bon tout ça. Eliane reconnaît la solitude. C'est la même solitude qu'elle ressent chaque nuit. Je sais, dit-elle doucement, ce que c'est que d'être seule. Mon mari est mort, ma fille ne me parle plus. Il m'arrive de passer des jours sans parler à personne d'autre qu'à toi. Hugo la regarde, surpris, comme s'il la voyait pour la première fois vraiment, non plus comme une servante, mais comme une personne. Nous nous ressemblons alors, dit-il en essayant de sourire, mais sans la convaincre. Nous le sommes, acquiesce Eliane. 2 personnes seules qui font semblant que tout va bien. Ils restent assis par terre pendant 1 heure, à parler vraiment. Hugo parle de ses parents, de l'accident, de la culpabilité d'avoir survécu. Eliane parle de son mariage sans passion, de son travail acharné qui l'a empêché de vivre, de la peur de mourir seule, de n'avoir compté pour personne. Quand ils se relèvent enfin, quelque chose a changé entre eux. Ce n'est plus la relation patron-employé, c'est quelque chose de plus profond, une reconnaissance mutuelle de leurs âmes épuisées. Cette histoire vous touche-t-elle? Partagez-la et abonnez-vous pour suivre son évolution. Les semaines suivantes, la dynamique change. Hugo et Eliane déjeunent ensemble. Il lui apprend à utiliser Netflix, elle lui apprend à cuisiner de vrais repas au lieu de commander à emporter. Il lui montre des photos de ses parents, elle lui montre de vieilles photos d'elle jeune, d'une beauté simple, avant que la vie ne l'abîme. Hugo remarque « Tu es toujours belle ». Eliane rit.
N'importe quoi, je suis vieille. La beauté n'est pas seulement la jeunesse, insiste-t-il. C'est aussi la gentillesse, la force. Et tu as les deux. Eliane commence à ressentir quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des décennies, peut-être même jamais. De l'angoisse à l'idée d'arriver chez lui, de la déception lorsqu'il doit voyager pour le travail, de la jalousie lorsqu'il parle d'une collègue. Elle se reproche sans cesse. Tu es vieille, c'est un enfant, ce n'est pas convenable, arrête. Mais le cœur n'en fait qu'à sa tête. Hugo le ressent aussi. Il commence à attendre son arrivée avec impatience, range l'appartement à l'avance pour l'impressionner, lui achète du café cher qu'elle aime et se sent triste les jours où elle ne vient pas. Un vendredi soir, alors qu'Eliane aurait déjà dû partir mais qu'ils sont restés discuter, il pleut des cordes. « Reste », propose Hugo. « Jusqu'à ce que ça passe, tu vas être trempé jusqu'aux os. » Eliane accepte et il s'installe sur le canapé pour regarder un vieux film qu'elle aime, Casablanca, qu'il n'a jamais vu. Hugo se rapproche peu à peu, sa tête retombant doucement sur son épaule. Eliane se fige, ne sachant que faire, mais sa chaleur, son poids, sont si réconfortants qu'elle ne bouge pas. Hugo se réveille à la fin du film, réalise où il est et se lève d'un bond. « Pardon, je ne voulais pas… » « Ce n'est rien, » l'interrompt Eliane, la pluie tambourinant toujours aux fenêtres. Hugo la regarde vraiment, et il y a quelque chose dans ses yeux qui fait battre son cœur à tout rompre. « Eliane, je peux te poser une question ?» Elle hoche la tête, la bouche sèche. « Tu ressens ça aussi ?»« Quoi ? Ça ?» dit-il en désignant l'un l'autre. « Ce lien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu es là, je me sens moins seul. Quand tu pars, l'appartement me paraît à nouveau vide. Et je sais que c'est mal parce que tu es plus âgé, parce que tu travailles pour moi, parce que la société dirait que c'est inapproprié, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser à toi. » Eliane devrait rire. Elle devrait dire qu'elle confond gratitude et attirance. Elle devrait prendre ses distances. Mais elle est lasse de faire ce qu'elle devrait. « Hugo, » dit-elle lentement, « j'ai 58 ans, tu en as 27, ça n'a aucun sens. »« Rien n'a de sens dans ma vie, » répond-il, « sauf toi. » Eliane secoue la tête. « Je ne suis pas belle, je ne suis pas jeune, mon corps est vieux, je n'ai rien à t'offrir. Tu m'offres ta compagnie, ta compréhension. Ta gentillesse, n'est-ce pas suffisant ?» Hugo s'approche, s'agenouille devant elle, et prend ses vieilles mains calleuses. « Eliane, je ne sais pas ce qui m'arrive. Peut-être une folie passagère. Peut-être que dans 6 mois, je me réveillerai et comprendrai que ce n'était que de la solitude. Mais là, tout de suite, je veux être près de toi. Et si tu le veux aussi, pourquoi ne pas essayer ?» Eliane sent les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait pas pleuré aux funérailles de son mari, mais elle pleure maintenant. Parce qu'ils nous jugeront, parce que ma fille me haïra, parce que tu le regretteras. Et si je ne le regrette pas? Et si tu ne le regrettes pas? Eliane devrait être forte, mais elle est si lasse d'être seule. Quand Hugo l'embrasse doucement et avec hésitation, elle répond à son baiser. Le baiser est étrange, sa barbe rasée lui égratignant le visage. Des lèvres sèches rencontrant des lèvres douces. Mais il est aussi inexplicablement parfait. Lorsqu'ils se séparent, Hugo murmure « Tout va bien ». Eliane voudrait dire non, que rien ne va, que c'est de la folie. Mais elle l'entend murmurer en retour « Ça va ». Et à cet instant, elle le croit. Avez-vous déjà dû choisir entre le bonheur et ce que l'on attend de vous? Commentez et abonnez-vous. Ils entament une relation secrète. Eliane continue de venir officiellement 3 fois par semaine pour faire le ménage, mais elle s'y consacre de moins en moins, passant plus de temps à discuter, à cuisiner ensemble, à regarder des films blottis sur le canapé. Ils font l'amour avec douceur. Hugo patient, Eliane nerveuse face au changement de son corps, mais il la traite comme une précieuse, embrasse ses vergetures, ses rides, lui murmure qu'elle est belle, jusqu'à ce qu'elle y croie presque. Pendant 3 mois, ils vivent comme dans une bulle. Hugo n'en parle à personne au travail. Eliane n'en parle pas à sa fille. Lorsqu'ils sortent ensemble, ils gardent leur distance, lui devant, elle derrière. On dirait des étrangers. Mais dans l'appartement, ils ne sont que 2 personnes seules qui ont trouvé du réconfort l'une auprès de l'autre. Le bonheur est de courte durée. La fille d'Eliane débarque à Bordeaux à l'improviste, souhaitant rendre visite à sa mère pour la première fois en 2 ans, peut-être par culpabilité. Elle se rend à l'ancien appartement d'Eliane, mais celle-ci est absente.
Un voisin lui confie qu'elle passe beaucoup de temps dans un appartement au Chartron, probablement à faire le ménage. Inquiète que sa mère soit exploitée par un employeur cruel, Isabelle s'y rend. Elle sonne. Hugo ouvre la porte, torse nu, pieds nus, visiblement à l'aise. Isabelle demande à voir Eliane Moreau. « Elle est là, vous voulez lui parler ?»« Oui, je suis sa fille. » Hugo appelle Eliane qui est dans la cuisine en train de préparer du café. Quand elle voit Isabelle, elle est prise d'un frisson. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venue te rendre visite, surprise, mais… » Isabelle regarde autour d'elle. « Et toi, que fais-tu ici ?» Eliane hésite. « C'est Hugo, je travaille pour lui. »« Tu travailles ?» Isabelle remarque les 2 tasses de café, l'intimité du lieu, des vêtements de femme visibles à travers la porte entr'ouverte. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Eliane ne peut pas mentir. « Isabelle, c'est compliqué. » « Ça n'a pas l'air compliqué. Ça a l'air clair. » Isabelle regarde Hugo avec dégoût. « Tu couches avec ton patron ? Avec quelqu'un qui a le même âge que ton petit-fils ? Ce n'est pas mon patron. » Tente d'expliquer Eliane. « C'est différent. » « En quoi est-ce différent ? Il profite de toi. » Hugo essaie d'intervenir. « Ce n'est pas ça, je t'aime. » Isabelle rit, un rire cruel. « Tu m'aimes ? Tu as 27 ans. Qu'est-ce que tu connais à l'amour ? Tu profites d'une femme vulnérable, âgée et désespérée. » Les mots blessent profondément. Eliane voit Hugo se recroqueviller, le doute s'insinuer dans son regard. « Isabelle, arrête !» tente-t-elle, mais sa fille est hors d'elle. « Tu as perdu la tête ? Papa est mort et tu t'abaisses déjà à coucher avec un garçon qui pourrait être ton fils ? Tu es ridicule, pitoyable, toute la ville va se moquer de toi. » Eliane ressent une honte brûlante. Toutes les insécurités qu'elle avait tenté de refouler ressurgissent. Isabelle poursuit. « Tu viens avec moi maintenant, allons-nous-en. »« Non, » murmure Eliane. « Si, » s'écrie Isabelle en lui saisissant le bras. « Tu as besoin d'aide. » Hugo intervient en retenant l'autre bras d'Eliane. « Elle n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin de respect. » Isabelle le fixe du regard. « Lâchez ma mère ou j'appelle la police. »« Pourquoi ?» rétorque Hugo. « C'est une adulte, elle peut choisir. » Elle ne peut pas choisir, elle est visiblement perdue, vous la manipulez. Hugo la lâche, il ne veut pas de violence. « Eliane, » dit-il doucement, « dis-lui que tu veux être là. » Eliane regarde sa fille, sa seule famille. Elle regarde Hugo, le seul qui lui ait fait se sentir vivante depuis des décennies, et elle reste muette. Le silence est une réponse suffisante. Hugo se recule, son visage se durcit. « Je comprends. »« Non, Hugo. » tente Eliane. « Mais c'est trop tard. »« Va avec ta fille, » dit-il d'une voix glaciale. « J'ai eu tort. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation. » Il entre dans la chambre et ferme la porte. Isabelle entraîne Eliane dehors. Sur le chemin du retour, elle hurle sa honte, reproche à Eliane d'avoir profané la mémoire de son père, jure qu'elle ne présentera jamais ses petits-enfants à une grand-mère pareille. Eliane ne répond pas. Elle pleure en silence, car elle comprend qu'elle a perdu les 2 seules personnes qui se souciaient d'elle. Hugo, pour son manque de courage face à l'adversité, et Isabelle, pour son audace à exprimer ses sentiments. Cette douleur est bien réelle. Partagez si vous comprenez, et abonnez-vous, car la fin vous surprendra. 2 mois passent. Eliane retourne dans son ancien appartement, à sa solitude étouffante. Isabelle est repartie à Paris, mais cela lui est indifférent. Le loyer est de nouveau en retard, et c'est pire maintenant car il a perdu l'argent payé par Hugo. Monsieur Blanc a frappé à sa porte hier, lui donnant une semaine avant l'expulsion. Eliane cherche du travail, mais personne n'embauche une couturière de 58 ans souffrant d'arthrite. Elle songe à demander de l'aide à Hugo, mais la fierté et la honte l'en empêchent. Un soir, assise par terre dans l'appartement vide, sans argent pour payer l'électricité coupée, Eliane se rend à l'évidence. Elle aimait Hugo, l'aime encore, et a laissé la peur et la vie de sa fille anéantir son unique chance de bonheur. Elle croyait le protéger en le laissant partir, mais elle n'avait fait preuve que de lâcheté, comme toujours, préférant la sécurité à la vérité. Elle se rend à son appartement. 3 heures du matin. Elle sonne avec insistance. Hugo ouvre la porte, les yeux rouges, la barbe de 3 jours, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. « Eliane, je suis désolée, » dit-elle en sanglotant avant même d'avoir fini sa phrase. « Je suis désolée d'avoir été lâche, de ne pas m'être battue, d'avoir laissé la peur l'emporter. Hugo, je t'aime,
Et je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que je suis vieille et pathétique comme l'a dit ma fille. Mais je ne supporte plus d'être seule à faire semblant de ne rien ressentir. Hugo reste silencieux pendant ce qui lui paraît une éternité. Finalement, tu m'as fait du mal, je sais. Tu as choisi l'opinion que ta fille aurait de moi. Je sais, et c'était une erreur, la plus grosse erreur de ma vie. Hugo passe une main sur son visage fatigué. Eliane, j'ai passé 2 mois à essayer de t'oublier, à essayer de me convaincre que j'étais mieux seul. Mais ce n'est pas le cas. L'appartement est de nouveau sens dessus dessous. Je n'arrive plus à manger correctement. Je n'arrive plus à travailler. Je ne pense qu'à toi. Il lui prend les mains. Mais je dois savoir, si votre fille réapparaît, si toute la ville nous juge, si les choses se compliquent, resterez-vous ou vous enfuirez-vous? Car je ne peux supporter d'être abandonné à nouveau. Eliane plonge son regard dans le sien, y perçoit la peur, l'espoir et prend sa décision. Je resterai, dit-elle fermement, peu importe les jugements, peu importe les paroles. J'en ai assez de vivre pour plaire aux autres. J'ai gâché 60 ans à être respectable et malheureuse. Je préfère 5 ans à être heureuse et scandaleuse avec vous que 20 ans à être seule et bien comme il faut. Hugo la fait entrer, la serre fort dans ses bras, et ils pleurent tous les deux, libérant des mois de solitude qu'ils s'étaient imposés. « Ça va aller », murmure-t-il dans ses cheveux. « Ça va aller », répète-t-elle, et pour la première fois, ils y croient tous les deux. 1 an plus tard, Eliane a 59 ans, Hugo 28. Elle vit désormais officiellement dans son appartement, non plus comme femme de ménage, mais comme sa compagne. Isabelle ne lui adresse plus la parole, mais Eliane s'y est résignée, comprenant qu'elle ne peut pas sacrifier son propre bonheur au seul bonheur de sa fille. Hugo l'a aidée à créer une petite entreprise de réparation de vêtements en ligne. Elle travaille de chez elle, gagne suffisamment pour contribuer aux dépenses, et sa fierté est intacte. La ville est au courant, estime certains, mais la plupart s'en moquent. Un journaliste local a écrit un article à leur sujet, « L'amour sans âge à Bordeaux ». Les commentaires étaient partagés entre soutien et haine, mais l'article a été vu en grand nombre. Une société de production parisienne les a contactés pour réaliser un documentaire sur les relations amoureuses avec une grande différence d'âge. Ils ont refusé, ne souhaitant pas être exposés au scandale. La scène finale se déroule un dimanche matin. Eliane prépare le café. Hugo, affalé sur le canapé, travaille sur son ordinateur portable malgré le week-end, à cause d'une échéance serrée. Elle lui apporte une tasse et l'embrasse sur le front. « Merci », murmure-t-il, sans quitter l'écran des yeux. « De rien. Un moment banal, ordinaire, sans rien d'extraordinaire. Mais pour eux deux qui ont passé tant de temps seuls, cette banalité est essentielle. » Eliane regarde par la fenêtre, la Garonne reflétant le faible soleil d'hiver, et repense à la question qu'Hugo lui avait posée 1 an plus tôt. « Tout va bien ?» À l'époque, elle avait murmuré « Pas de problème », sans en être certaine. Aujourd'hui, elle en est sûre. Tout va bien, pas parfait, pas conventionnel, pas traditionnel. Mais tout va bien. Et ce « bien », a-t-elle découvert à 59 ans, suffit. Plus que suffisant. C'est tout. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que l'amour n'attend personne, ne connaît pas d'âge et n'attend pas le moment idéal. Car parfois, il suffit de murmurer « tout va bien » et de laisser la vie suivre son cours.